Oui, bonjour, la communauté de coups critiques. Vous écoutez encore une fois Discuter entre les dés. C'est moi, Pépé, qui vient vous parler cette semaine d'autres petits trucs ou du moins de mes expériences personnelles en tant que maître de jeu dans cette merveilleuse passion qu'on nomme les jeux de rôle. Eh bien, cette semaine, petite capsule peut-être un peu plus courte, je dirais, que les autres. Tout simplement parce que j'essaie de moins me lancer dans plusieurs sujets viscéralement différents entre les capsules. Je voulais vous parler cette semaine de 5 petits trucs que j'utilise au quotidien lorsque je veux instaurer une ambiance, dans le fond, impressionnante, là, qui fait son effet dans le contexte d'une partie de jeu de rôle. À chaque fois que je dois me dire qu'il faudrait que j'enregistre un discutant entre les dés, je suis tout le temps en train de me mordre les doigts en cherchant le sujet que je pourrais aborder. Et en questionnant mon entourage, j'ai un ami à moi qui m'a dit que je devrais justement parler d'ambiance parce que je crois que en tant que maître de jeu, on a plusieurs défauts, on a aussi des qualités, et je crois que l'ambiance fait partie de les forces que je peux avoir comme DM. Je pense que je me débrouille plutôt bien pour instaurer une ambiance. Donc je voulais vous donner cette semaine 5 petits trucs que j'apprécie beaucoup, que j'utilise au quotidien et qui m'aident justement à créer un effet autour de la table, souvent horrifique, souvent de la tension, on s'entend, mais je pense qu'il est très possible de créer une ambiance onirique, plus comique même à la limite, ou passionnelle, des choses comme ça. C'est sûr qu'il y en a que je pense que je me débrouille mieux que d'autres, et je crois que dans les trucs que je vais donner, il y en a qui vont être plus appropriés pour certaines. Mais certains types de parties, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Donc, écoutez, on va y aller comme ça. Le numéro 1. Encore une fois, je vous rappelle, mon top 5 n'est pas un top 5 de qualité, dans le fond, qui va en ordre de croissant ou décroissant. C'est vraiment seulement pour numéroter mes 5 petits trucs que je donne. Numéro 1, un truc que j'utilise depuis quelques années. C'est pas un truc que je faisais auparavant. C'est pas une technique que j'utilisais très souvent. On remonte à mes débuts d'animation de Donjons Dragons ou peu importe, et alors que je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup à créer, justement, à instaurer une ambiance, malgré le fait que ça enlève une certaine subjectivité aux joueurs, là. Je parle en fait le truc que je nomme dans le fond la caméra omniprésente. C'est un peu à la manière de... j'aime beaucoup donner un espèce de feeling télésérie, film à mes parties. Et j'aime beaucoup, dans le fond, souvent en début, souvent en ouverture de partie, même à la conclusion, j'aime beaucoup, dans le fond, incorporer l'effet d'une caméra qui filme, si on veut, la scène avant de focusser sur les joueurs. Ce qui fait en sorte que, durant une partie, par exemple, j'avais fait une partie d'un jeu de rôle qui s'appelle Root avec la gang de Etu Game. Eh bien, en commençant la partie, la caméra, dans le fond, suivait, dans le fond, des personnages, des NPC qui n'étaient même pas avec les joueurs, et ces NPC-là, si on veut présenter un peu l'histoire que les joueurs allaient vivre par après. Je trouve que ça peut vraiment apporter son effet lorsque c'est bien fait. Il faut faire attention de ne pas, dans le fond, sentir que le focus est comme plus sur les joueurs et rendu ailleurs, là. Et je pense que ça peut être mal utilisé dans ce sens-là, mais voyez-vous, dans le contexte, exemple de la partie de Root, c'est que la game en soi était une espèce de conte. Fait que la caméra omniprésente au début filmait des gens qui s'en allaient justement lire le conte des joueurs. Donc il y avait comme les personnages qui lisaient le conte, et à partir de ce moment-là, on rentrait dans la partie avec les joueurs, et eux, ils devenaient dans le fond central à l'événement, si on veut, aux événements qui allaient se dérouler au courant de la partie. Donc, je pense que la caméra omniprésente permet justement d'incorporer des éléments qui sont, on va dire, plus... qui, à prime abord, vont donner l'impression que, justement, l'action elle va se situer autour des joueurs, mais elle aide beaucoup, justement, à focusser par ensuite l'action sur les joueurs, ramener aux joueurs après, pour montrer que, oui, il y a ce qu'on a autour, mais l'histoire en revient, finalement, aux personnages qui sont joués par les joueurs autour de la table. Donc, c'est un truc que j'apprécie particulièrement, que j'utilise vraiment très souvent.
Numéro 2. Utiliser la description. En anglais, on appelle ça la Uncanny Valley. En français, on appelle ça la vallée dérangeante. Ainsi que, dans le fond, l'utilisation de termes communs. Je m'explique souvent dans des parties, je reviens souvent au genre horrifique parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup, mais dans les parties, exemple du genre horrifique, il y a une théorie qui a été inventée dans le fond par un roboticien japonais du nom de Mori Mashahiro, qui a été créé dans les années 70, selon laquelle, dans le fond, plus un robot Android est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Dans le fond, c'est vraiment... On va être plus à l'aise en tant qu'individu face à un robot qui va vraiment avoir l'air d'un robot, plutôt qu'un robot qui va être doté, dans le fond, d'une peau, de vêtements et d'un visage pour se faire passer pour un être humain, mais qu'on va reconnaître comme un robot. Donc, plus l'imperfection de l'humain, on va dire, plus ses traits, plus sa description va s'éloigner, si on veut, de ce qu'on est habitué comme en termes d'humain, plus ça va être angoissant et plus ça va être stressant. Je mentionne ça parce que je trouve que ça peut être très utile pour décrire des antagonistes, pour décrire dans le fond des personnages qui vont être dans le fond des adversaires aux joueurs, et de mentionner d'exprimer leurs traits de manière à laisser sous-entendre que leur visage, leurs mains ou leur peau, ou leur grandeur ou tout demeure dans un contexte humain, mais va avoir des proportions, des formes ou même une attitude, une position qui va être rebutant parce que on s'éloigne tranquillement de l'humain, mais on reste encore en terrain connu. Tu sais, c'est comme de dire que un monstre qui est clairement un monstre, c'est plus c'est moins effrayant qu'un monstre qui est comme caché, si on veut, qui revêt la peau d'un humain et qui essaie de se faire passer pour un humain, vous comprenez? Donc, c'est le concept de la vallée dérangeante que je trouve que ça peut vraiment apporter une belle ambiance autour de la table. Et pour ce faire, je trouve que l'utilisation de termes communs peut vraiment aider beaucoup des DM qui peuvent chercher leurs mots, chercher dans le fond des descriptifs et qui vont avoir de la difficulté à visualiser ou à exprimer, si on veut, la représentation d'un monstre ou d'une créature ou d'un animal. Dans le sens que, au lieu de, par exemple, de dire que cette bête-là a une grosse tête avec un long cou puis un long nez, ben ça serait de dire que cette bête-là a un cou qui s'allonge un peu à la manière d'un crocodile qui s'étire le cou, puis elle a un très long nez, très équestre à la manière d'un cheval, par exemple. Voyez-vous, c'est comme ça, on est vraiment mieux capable d'avoir, dans le fond, une visualisation plus concrète de la créature en question. Et je trouve que dans le fond, des fois faire le mix entre la description dans le fond de la vallée dérangeante puis l'utilisation de termes communs peut vraiment créer des méchantes créatures absolument effrayantes. Et je trouve que ça aide beaucoup dans le fond à instaurer une ambiance. Troisième petit truc, c'est une méthode que j'avais vue sur Reddit il y a un certain temps et que j'ai commencé à mettre de l'avant en prenant en considération, dans le fond, les différents points qu'elle aborde, et je trouve ça très pertinent. C'est ce qu'on appelle la méthode EASE, E-A-S-E, EASE. Bon, c'est une méthode qui est divisée en 4 points que je trouve qui permet vraiment d'aider le DM à incorporer, si on veut, une ambiance. Mettre en place une table, mettre en place la table qui va faire en sorte que les joueurs vont vraiment se sentir impliqués dans l'histoire, vont se sentir vraiment imprégnés, si on veut, de ce qui se déroule devant eux. Il y a, par exemple, on va commencer avec ce qu'on appelle le point 1 étant l'environnement, ça veut dire le E de EASE, environnement, ça veut dire décrire vraiment ce qui va se trouver autour des joueurs, c'est-à-dire les plantes, la lumière, la température. Ça peut sembler facile, mais ça donne vraiment, dans le fond, une bonne base pour, après ça, embarquer sur les autres descriptions. Et ça permet vraiment de rebondir sur les autres éléments qui sont importants de la méthode EASE. Étonnamment, je pense qu'il y a beaucoup de DM qui vont essayer d'être très concrets, si on veut, dans leur déroulement, puis qui vont peut-être un peu délaisser ça. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, chaque personne fait sa manière de faire, mais je trouve qu'il y a vraiment des points importants à mettre de l'avant concernant l'environnement.
Et ça aide vraiment les joueurs à se mettre, on va dire, dans le bain. Le point 2, dans le fond, de la méthode Ease étant le A. Le A de Ease, c'est l'atmosphère. On va dire que c'est moins à propos de ce qui semble avoir autour d'eux, plus que comment est-ce que les joueurs vont le ressentir. C'est quoi l'émotion que les joueurs, ça va les évoquer à mesure que, dans le fond, ils vont évoluer dans ce contexte-là, dans cette mise en scène-là. Et comme il est marqué aussi, comme j'avais vu sur Reddit à ce moment-là, lorsque j'avais lu le truc, et j'avais trouvé ça très pertinent, c'est vraiment de faire attention de ne pas dire, dans le fond, clairement, comment est-ce que les joueurs se sentent, mais plutôt focusser sur comment est-ce que des gens en général se sentiraient dans ces situations-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont, et moi y compris, vont avoir plus de difficultés un peu à se faire railroader l'émotion véhiculée par leurs joueurs, par leur personnage, je veux dire. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un point qu'il faut faire attention sur l'émotion que la situation véhicule chez le personnage, mais vraiment, vraiment, vraiment de pousser à ce que comment est-ce que le commun des mortels se sentirait à cet endroit-là et non comment le personnage en soi se sent. Parce que justement, là, c'est comme si vous contrôliez un peu le ressenti du personnage et définitivement, je pense que c'est le genre de choses qui peut irriter les joueurs en général. Troisième point de la méthode Ease, qui est le S, qui est le Sense, c'est vraiment utiliser la description pour engager absolument tous les sens. On va beaucoup y aller sur le visuel, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit, mais je trouve que c'est vraiment, même de plus en plus qu'est-ce qu'on entend également. Parce que on va intégrer de la musique, on va intégrer du bruitage et tout, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant de vraiment jouer sur la totalité des sens pour pouvoir décrire. Même si un sens va être à la base, on va dire, plus utile dans certaines situations, je trouve que ça peut vraiment apporter un tout. Dans l'exemple qui était mentionné lorsque je lisais, dans le fond, l'article, c'était que, par exemple, une fleur que vous allez avoir dans votre main, vous pouvez la sentir, vous pouvez la toucher, mais vous pouvez également vous la goûter à un certain point. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir quelque chose qui va se déposer sur votre langue. Je trouve que ça permet de vraiment créer une ambiance qui est très viscérale, mais aussi qui vont vraiment aider les joueurs à s'imprégner, si on veut. Ils sont vraiment là. Je trouve que d'écrire à un certain point encore plus que seulement le visuel, comme si on écoutait un film, ça permet d'aller jouer sur les autres sens et ça permet d'investir, dans le fond, le personnage, tout comme le joueur, dans l'histoire. Et finalement, le point E de la méthode Ease, qui est dans le fond les events, c'est vraiment d'utiliser, de décrire concrètement ce qui se déroule dans la scène où les joueurs se situent, avec l'aide de tous les points qui ont été mentionnés auparavant, et de vraiment même parler de qu'est-ce qui pourrait arriver et de qu'est-ce qui est arrivé dans cet endroit-là auparavant. Ça permet de montrer qu'il y a une histoire qui est associée à cet endroit-là. Il y a une histoire qui est associée on va dire, au moment où les joueurs arrivent et qui, dans le fond, les joueurs sont dans quelque chose qui est vivant, dans quelque chose qui a une mouvance, qui a évolué avec le temps. Et ça permet vraiment de pouvoir, encore une fois, tout comme les points, on dirait que je me répète, mais au final, le but ultime, c'est de vraiment pouvoir aider les joueurs à s'imprégner de la situation et ainsi créer une meilleure ambiance pour eux. Mon point 4. Point 4 que je trouve que quand même bien de mentionner, c'est ce que je nomme en fait le décrescendo vocal, plutôt dans le fond l'espèce de ralentissement de pace en quelque sorte, où est-ce que je le fais dans le one-shot que j'ai fait dans Worm en question, lorsque les joueurs dans le fond veulent appeler l'animal totem. L'animal totem. Pas vraiment, plutôt l'esprit qui protège en quelque sorte leur clan. Et c'est de savoir que éventuellement les joueurs vont arriver à une situation qui va être très intense, qui va avoir une ambiance très lourde et très effrayante. Ça serait de vraiment accélérer le rythme et le ton précédent en fait ce moment-là, afin de pouvoir créer justement un grand moment de clash. Au moment où est-ce que, dans le fond, cette situation-là va arriver, la situation intense va arriver, de précéder, dans le fond, vraiment ce moment-là par
une série d'événements qui vont se dérouler très vite. C'est à la manière quasiment d'un film de Guy Ritchie, là, pensez à des films comme Snatch ou whatever, tous ces autres films qu'il a fait, où est-ce que tout est absolument frénétique, tout se déroule à une vitesse qui n'arrête pas, et au moment où est-ce que il se passe quelque chose de très grave, ou il se passe quelque chose de très intense, le rythme va descendre vraiment très rapidement, tout comme la narration du DM. Donc le DM va avoir une narration qui va être plus rapide, et au moment où est-ce qu'on arrive à ce moment-là, sur lequel on veut vraiment mettre de l'emphase, et bien là, la narration ralenti afin de créer un espèce d'effet de punch. Et finalement, dernier point, un point que je trouve super important aussi, c'est aussi dans la manière un peu que j'écris mes scénarios, en quelque sorte. C'est ce que je nomme, dans le fait, c'est les poches narratives. C'est des espèces de zones où que vous savez que l'endroit va être bon pour créer une ambiance. Ça va être des moments clés, en quelque sorte, dans la partie. Pas nécessairement des moments clés, mais des lieux clés que les joueurs vont visiter, que vous savez que les joueurs vont visiter ou vont se rendre. Et de s'arranger pour que autour de ces moments-là, ça soit un peu plus fluide et un peu moins descriptif. Mais comment est-ce que vous arrivez, dans le fond, dans cette espèce de poche-là, dans cette zone-là, dans cette scène-là, que là, vous prenez vraiment le temps, en fait, d'incorporer tous les trucs, par exemple, que j'ai nommés auparavant, que ce soit le décrescent vocal, la méthode ease avec son environnement, son adversaire, les sens, l'événement en soi, la description, dans le fond, de l'Uncanny Valley ou la vallée dérangeante, et peut-être même la caméra omniprésente, selon, dans le fond, la situation, si c'est approprié ou non. Mais de vraiment créer cette zone-là, en sachant que les joueurs vont arriver là, c'est comme un peu s'ils arrivaient sur le devant d'une scène, en quelque sorte. Et qu'au moment où ils arrivent là, ben tout se déroule et pour les surprendre en même temps, parce que veut pas, eux, ils ne s'attendent pas à ça. Et soyez prêts aussi à ce que ça se déroule pas nécessairement comme vous le voulez, parce qu'encore une fois, veut pas, c'est une narration partagée, une game de Donjons Dragons, les joueurs sont libres de ce qu'ils font. Donc c'est fort possible que votre poche ou votre zone soit en partie ou complètement déconstruite selon les actions des joueurs. Donc, c'est un truc que je prends en considération, que je prends en note, mais je ne fais pas reposer, si on veut, l'ensemble de mon scénario sur une poche narrative, parce que je sais qu'il y a des chances qu'elle ne dure pas, tout simplement. Donc, c'est ce qui conclut encore une fois mon numéro 5, cette fois-ci, de discuter entre les dés. J'espère que vous avez apprécié ça. J'avais hâte de faire celui-là. Je me l'étais fait conseiller par un ami, comme je mentionnais plus tôt, et je trouvais ça super pertinent de le faire, parce qu'effectivement, j'aime beaucoup énormément. J'adore l'ambiance et j'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez me marquer en commentaire, en fait, des thèmes ou des sujets que vous voudriez que j'aborde lors de mes capsules. Ça serait vraiment super le fun que je puisse savoir un peu qu'est-ce que vous voudriez, à quoi est-ce que vous vous attendiez. Est-ce qu'il y a des trucs plus légers, encore des trucs plus, on va dire, techniques. Je suis vraiment ouvert à n'importe quoi. Des trucs que je maîtrise, bien sûr, je ne vais pas commencer à vous faire dans le fond, une espèce de narration sur la mathématique quantique. Je pense pas que je serais capable. Mais bref, tenez-moi au courant. Marquez des commentaires. Abonnez-vous à la page de Coup Critique. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On sort de plus en plus de contenu. On a des one-shots qui sont sortis présentement. On a des critiques de jeux. On a nos podcasts en groupe. C'est vraiment super trippant. Et ça me fait de plus en plus plaisir à mesure que je vois dans le fond la communauté de Coup Critique grandir. Tout simplement. Donc, merci encore une fois et on se dit à une prochaine fois.